Le 13 mars 1989, Mark Kilroy et ses amis quittent le bar dans lequel ils faisaient la fête pour rentrer chez eux. Seulement voilà, au moment de rentrer, ses amis remarquent que Mark manque à l'appel. Ils le cherchent un petit peu dans la ville de Matamoros et puis très vite, ils décident de rentrer à l'appartement en se disant que il a peut-être quitté la fête avec une jeune fille ou alors il est tout simplement déjà rentré dans l'appartement. En plus de ça, ils sont fatigués, donc ils n'ont pas envie d'attendre plus que ça pour rentrer. Mais quand ils rentrent, Mark Kilroy n'est pas dans l'appartement. Le lendemain, sans nouvelles de lui, il décide d'aller à la police du coin pour signaler sa disparition. Mais que s'est-il passé? Je préfère vous prévenir, cette histoire est assez choquante. On va parler un peu de sectes, de rituels, d'offrandes humaines. Bon, je vous en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir tout au long de la vidéo. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter Mark Kilroy. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été avec le temps qu'on a et aussi de belles vacances. Aujourd'hui, on s'envole à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mark Kilroy naît le 5 mars 1968 à Chicago, dans l'état de l'Illinois aux États-Unis. Cependant, il a toujours vécu à Santa Fe, c'est là où il a grandi et c'est une banlieue qui est plus ou moins lointaine de Houston. C'est situé au Texas. Et ce qui fait qu'il a toujours vécu à Santa Fe, c'est parce que ses parents ont déménagé très vite après sa naissance. Son père est un ingénieur chimiste et sa mère, Hélène Joséphine Kilroy, est une ambulancière bénévole. Mark Kilroy a un frère qui s'appelle Keith Richard Kilroy et de ce que j'ai pu lire, les deux s'entendaient plutôt bien. De toute façon, Mark Kilroy, c'est le genre de garçon parfait. Il a une bonne éducation, il excelle à l'école, il est bon en sport, c'est un boy scout. Il faisait partie du tableau d'honneur des étudiants et il a même eu une bourse pour le basket, bourse qu'il a refusée parce que lui, ce qu'il voulait, c'était devenir médecin. Tout le monde lui prédit un avenir incroyable, tout est tracé pour lui, il sera médecin. Après avoir obtenu son diplôme en 1986, il suit des cours de pré-médecine à l'université du Texas à Austin et ça c'est pour pouvoir préparer ce qu'on appelle le Medical College Admission Test, MCAT aux États-Unis. Je crois que c'est un peu l'équivalent du concours de médecine en France. Il a redoublé son premier cycle afin d'obtenir les crédits nécessaires. Après, un petit peu comme tout le monde, on sait que ce concours est assez difficile. Maintenant, Mark Kilroy est sur la bonne voie et il est très sérieux. Il a même refusé de rentrer dans une fraternité pour pouvoir vraiment se consacrer à ses études parce que lui, tout ce qui est alcool, soirée, filles, ça l'intéresse pas. Cependant, pendant ces moments off, il n'oublie pas ses amis de toujours, les amis qu'il connaît depuis tout petit, puisque ce sont ses amis qui habitent à Santa Fe, enfin qui ont grandi avec lui à Santa Fe. Et donc pendant ces moments off, il les revoit. Et là, cette année, en 1989, ils avaient prévu tous ensemble de fêter le Spring Break. En 1989, Mark a 21 ans et avec ses amis, ils ont prévu de faire la fête, de tester de nouvelles expériences. Et surtout de relâcher la pression des études. Ses amis ils sont un petit peu éparpillés partout aussi pour leurs études et cette année c'est la 3e fois consécutive qu'ils se rendent à Padre Island. C'est une destination qui est très prisée au moment du Spring Break, c'est un peu the place to be parce que c'est à côté de Brownsville, on en parlera un petit peu après, et c'est pas très loin de Matamoros qui est au Mexique et c'est là où il y a des grosses soirées. Ils avaient bien évidemment réservé une chambre dans un hôtel, l'hôtel Sheraton. Cette année, c'est un peu une année particulière puisque c'est la dernière fois qu'ils sont sûrs à 100% d'être ensemble pour le Spring Break parce qu'après, l'année prochaine, ils vont tous partir un petit peu dans les 4 coins des États-Unis et donc ils sont pas sûrs de pouvoir être ensemble pour le Spring Break. Ils sont 4. Il y a Mark, dont on a déjà parlé, et ensuite il y a Brad, Bill et Brent. On va les appeler les Tribby. Non, je plaisante. Ils roulent de nuit et ils arrivent vers 10h du matin le samedi 11 mars 1989. C'est 2 jours avant que ça devienne la folie, ils arrivent un petit peu avant. Mais c'est pas pour autant que les festivités n'ont pas déjà commencé puisque sur la plage de leur hôtel, il y a un concours qui est le concours de Miss Tan Line et ils y vont, ils regardent tout ça, ils font la fête, ils profitent.
Le lendemain, ils se rendent à Brownsville pour faire la fête. C'est la ville dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est située à peu près à 30 minutes de voiture, donc c'est assez proche. Là-bas, ils rencontrent des filles qui leur demandent comment se rendre à Matamoros. Donc les garçons leur disent, bah écoutez, si vous voulez, on vient avec vous, c'est vraiment pas loin. On en a pour une vingtaine de minutes en voiture. On peut garer la voiture juste avant la frontière, traverser le pont et on y est. Matamoros, c'est une ville du Mexique qui est très prisée pendant le Spring Break. Il y a énormément d'étudiants qui s'y rendent pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que les lois et les règles sont beaucoup plus souples là-bas. Donc pour faire la fête et pour relâcher la pression, c'est plus simple qu'aux États-Unis, notamment pour les personnes qui sont encore mineures. Et la deuxième raison, c'est que l'alcool est beaucoup moins cher. On va pas se mentir, ce soir-là, ils se prennent une sacrée cuite. Et ce qu'ils ignorent, comme d'ailleurs tous les étudiants, c'est qu'au Mexique, et notamment dans la région de Matamoros, il y a un Mexicain redouté de tous qui s'appelle El Padrino. Cet homme recherche des étudiants comme eux, comme Marc et ses amis, afin de pouvoir donner leur cerveau en offrande à Elega. Vous voulez que je répète? Oui, vous avez bien entendu. Il cherche des étudiants pour donner les cerveaux de ces derniers à Elega. Et Elega, c'est le dieu un petit peu de ces Mexicains, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment un dieu qui soit très peace and love. Le but d'El Padrino, c'est de récupérer ces étudiants, de les allonger sur un autel, de les écorcher vivants, de les scalper et aussi de les démembrer. Ensuite, le cœur de la victime en question est arraché alors qu'il est encore en vie et tous les sbires ainsi qu'El Padrino mangeraient le cœur. Puis le cerveau reviendrait à El Padrino et j'avoue je sais pas ce qu'il en ferait mais j'ai pas trop envie de savoir. En réalité, il offre le cerveau, le sang, les os, le pénis ainsi que les testicules à son dieu. Ce sont d'anciennes superstitions qui permettraient d'avoir une sorte de bénédiction. Et ces superstitions viennent de croyances qui sont en fait un mélange entre des religions d'Afrique, d'Aztèques et du christianisme. S'ils font ça, c'est pour combattre les malédictions et détruire les ennemis. Et pour parvenir à ça, il faut manger le cerveau, indirectement l'âme des personnes qu'ils vont donner en offrande. Mais bon, pour l'instant, les 4 garçons n'ont pas encore rencontré El Padrino. Je dis bien pour l'instant parce que ça va arriver. Ils rentrent chez eux, ils dorment, et le lendemain, rebelote, ils retournent à Brownsville pour faire la fête. S'ils vont aussi à Brownsville, c'est parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont là-bas. Brownsville, c'est quand même une ville où il y a un important trafic de drogue. Et c'est aussi ce que la plupart des étudiants recherchent pendant le Spring Break. Après, il est important de noter que Marc et ses amis, eux, ne touchent pas à la drogue. Enfin, ils touchent à l'alcool, mais pas aux autres drogues. À un moment donné de la soirée, ils sentent que Brownsville, ça s'essouffle un petit peu et les 4 amis décident de retourner à Matamoros puisqu'ils avaient bien aimé leur soirée de la veille. Ce ne sont pas les seuls à faire ça, parce que ce soir-là, le 13 avril 1989, il y a 15 000 étudiants qui ont été recensés dans les rues de Matamoros. On n'oublie pas tout de même que nous sommes au Mexique. Certes, dans la ville de Matamoros, ça se passe bien, il y a beaucoup d'étudiants, c'est la fête. Par contre, à l'extérieur de la ville, vaut mieux pas s'y aventurer. C'est des gangs, des cartels, des tirs, des meurtres. Faut pas trop s'éloigner de la ville. Vers 2h du matin, Marc et ses amis décident de rentrer. Ils en ont eu assez pour aujourd'hui, ils savent qu'il leur reste encore quelques jours à faire la fête. Et donc ils rentrent, ils se disent, c'est pas très loin, on a juste le pont à traverser, ensuite on prend la voiture et on sera rapidement chez nous. Cependant, au moment de rentrer, le groupe s'éparpille un petit peu. Marc, il est avec une fille, il discute avec une fille qu'il a rencontrée pendant le concours de Miss Timeline et qu'il a revue à Matamoros. Bill, lui, il fait pipi au coin de la rue et Brad et Brent, ils sont devant, ils avancent, ils se préoccupent pas trop de ce qui se passe derrière. À un moment, Marc se retrouve seul, la fille l'a probablement laissé ou alors il lui a tout simplement dit au revoir, bonne soirée. Bill se retourne et quand il se retourne, il le voit discuter avec un Mexicain aux abords d'une voiture. Il se dit bon, c'est un peu étrange mais il va me rejoindre. Il avance un peu et là il se retourne de nouveau et il voit pas Marc. Marc il a disparu. Puis la voiture aussi d'ailleurs, elle est plus là. Il dit que c'est un peu bizarre. Donc il prévient Brad et Brent en leur disant je sais pas où est passé Marc. Et donc tous les 3 ils commencent un peu à flipper. Marc a été poussé dans une voiture, enfin une sorte de camionnette, et il a tout simplement été kidnappé. Il a failli
s'échapper puisqu'à un moment le conducteur de cette camionnette est descendu pour faire pipi. Marc a saisi sa chance, il a couru le plus vite possible pour partir de cette camionnette car il sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas, sauf que la voiture qui suivait la camionnette s'est arrêtée à sa hauteur et l'a tout simplement rendu à la camionnette. Donc il n'a pas pu s'enfuir en fait. Ses amis l'ont cherché pendant quelques heures dans Matamoros, autour de Matamoros. Ils se sont résignés en vain, ils se sont dit bon, on va rentrer à l'hôtel, peut-être qu'il sera dans l'hôtel. Et s'il n'y est pas, peut-être qu'il a fini au final la soirée avec la fille. Et on verra demain. Ils se couchent, ils dorment. Et le lendemain matin, quand ils se réveillent, pas de nouvelles de Marc. Ils se rendent au département de police de South Padre Island pour signaler sa disparition. La première chose que les policiers font, ils se rendent au Mexique pour aller checker les hôpitaux et les prisons. Le frère du père de Marc, son oncle en gros, qui s'appelle Ken Kilroy, travaille dans le département des douanes américaines et il a un petit peu fait accélérer les choses. Les personnes ont été plus réactives mais ça n'a pas forcément donné grand chose. Les parents de Marc de leur côté se rendent à Brownsville, à Matamoros pour le chercher. Ils collent des affiches avec sa tête un peu partout. Je crois qu'en tout ils ont collé presque 20 000. Ils posent des questions aux personnes qu'ils rencontrent. Il y a une équipe policière de 10 personnes qui enquête H24 sur cette disparition, mais il n'y a aucune piste, zéro, rien du tout. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, le groupe ne se droguait pas, donc ils n'ont pas eu affaire à des trafiquants de drogue, donc ils peuvent même pas remonter cette chaîne-là. Il n'y a pas de piste. C'est une affaire qui fait un énorme bruit dans les médias, et il y a même une récompense de 15 000 $ qui est mise en place pour toute information. Du côté mexicain, c'est l'officier Benitez Ayala qui prend en charge l'enquête, notamment parce qu'il sait que des fois, au Mexique, on a des histoires assez sombres qui se passent. Il y avait aussi une rumeur qui circulait comme quoi un groupe d'étudiants aurait kidnappé des jeunes qui faisaient la fête pour pouvoir les donner en offrande à Satan. Avec cette rumeur, la police, elle se dit bon, je crois qu'on a compris où était Marc. Et l'air de rien, il flippe un peu. Le 4 avril 1989, les parents de Marc reçoivent un appel disant « On a votre fils, vous nous donnez 10 000 $, vous ne dites rien à la police. Et si jamais vous ne faites pas ça et qu'en plus vous balancez à la police, on vous envoie 2 doigts de votre fils. » La police réussit à tracer l'appel, ce sont 2 hommes qui ont passé cet appel, ils les arrêtent et ils les inculpent. Ses parents sont assez désespérés, à chaque fois qu'ils se rendent à la police, ils n'apprennent rien de plus, l'enquête n'avance pas et les policiers commencent même à craindre pour les parents de Marc parce qu'ils se disent qu'à trop fouiller, il va leur arriver des histoires. L'après-midi du 1er avril 1989, il y a un barrage international qui a été fait entre les États-Unis et le Mexique pour pouvoir un petit peu contrôler les personnes qui passent la frontière. Un homme, Serafín Hernández García, qui est le neveu d'Elio Hernández. Elio Hernández, il est connu pour être le lord du crime local, c'est pas n'importe qui. García passe le barrage à toute vitesse. Oui, bon, lui, autant vous dire, il n'a pas peur de la police, il s'en moque un petit peu. Sauf que là, c'est un barrage international. Et les policiers, au lieu de le poursuivre à toute vitesse, ils décident de le suivre tranquillement, juste pour voir où il se rend. Ils arrivent au niveau du ranch Santa Alinea, c'est un petit peu en dehors de Matamoros, mais pour l'instant, ils ne font rien. Ils attendent de réunir suffisamment de preuves sur cet homme en question et aussi sur le cartel dans lequel il est. Parce que qui dit cartel, dit trafic de drogue, et donc ils se disent que s'ils l'arrêtent, autant avoir un maximum de preuves. Les policiers reviennent le dimanche 9 avril pour arrêter Serafín Hernández García, mais ce n'est pas tout, puisqu'ils vont aussi arrêter son oncle Elio Hernández, ainsi que les membres de la secte David Serna Valdez, Sergio Martínez Salinas et le gardien du ranch qui s'appelait Domingo Bustamante. Sans surprise, la police découvre beaucoup de drogue dans le ranch. Mais ce n'est pas tout, puisque quand il montre une photo de Marc au gardien du ranch, donc Bustamante, le gardien dit mais je le connais lui, il était là il n'y a pas si longtemps que ça. Il lui aurait apparemment donné à manger le matin, des œufs brouillés et du lait, et ensuite des hommes sont venus chercher Marc pour l'emmener dans une cabane juste à côté, et après ça, le gardien ne l'a jamais revu. C'est d'ailleurs lui, le gardien, ainsi que Malio Fabio Ponce Torres qui aurait kidnappé Marc. Dans la cabane en question, l'odeur est insoutenable. Les policiers trouvent une sorte de pot en métal africain qu'ils appellent, alors je vais très certainement l'écorcher, ganga. Et à l'intérieur de ce pot, il y avait des crânes, des os, des morceaux de chair humaine,
des cerveaux. C'est une véritable scène d'horreur. Le sol est recouvert de sang. Il y a des bougies qui sont encore allumées, qui pourrait signifier qu'un rituel a été effectué il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis bien sûr, il trouve des machettes, des marteaux, ainsi qu'un grand baril d'huile qui visiblement avait servi à faire bouillir des restes humains. Quand les policiers découvrent tout ça, déjà ils sont choqués et il y en a plein qui sont malades par ce qu'ils voient, mais aussi par l'odeur. Et ça amuse les membres du gang. Ils trouvent ça assez drôle que les policiers se sentent pas bien. Les policiers ordonnent aux membres du groupe de creuser parce qu'ils se disent qu'il y a peut-être des corps qui ont été enterrés. Bingo, pas dans le bon sens du terme, mais ils retrouvent 15 personnes. Quand je dis personnes, c'est membres de personnes différentes qui avaient toutes été mutilées. La plupart étaient des trafiquants de drogue, à part une personne, Mark Kilroy, qui était parmi eux et qui avait été enterré à peu près 1 mètre de profondeur. Il lui avait coupé les jambes au-dessus des genoux, il lui avait coupé aussi des doigts, son pénis, ses testicules, et puis son cerveau il avait été arraché aussi, enlevé. J'imagine même pas la scène d'horreur. Mark Kilroy a été enlevé, torturé et sacrifié par la secte. Il y avait aussi un fil qui avait été inséré dans sa colonne vertébrale et quand la police demande au gardien Bustamante à quoi ça sert ce fil, il explique que c'est pour faciliter la récupération de tous les os et pour que ce soit plus simple de le mettre en collier une fois que il n'y a plus que les os. Ça me dégoûte un peu. C'est le gardien Bustamante qui parle à la police et qui raconte tout ce qu'il sait. La nuit où Mark a été enlevé, des hommes armés l'ont forcé à s'asseoir dans un hamac où il a passé toute la nuit. Le lendemain matin, le gardien lui a donné à manger si on peut dire ça comme ça, puis les hommes l'ont emmené dans la cabane. Dans cette cabane, El Padrino est arrivé, il l'a sodomisé, torturé pendant des heures. Ensuite, il l'a fait sortir de la cabane, il lui a demandé de se mettre à genoux et il l'a décapité avec une machette. Inutile de vous dire que les hommes lui avaient attaché les mains, les pieds et qu'ils lui avaient mis du ruban adhésif sur la bouche. Mais la question qu'on se pose là quand même, enfin en tout cas que moi je me suis posée, c'est qui est El Padrino? Parce que là on a parlé de certains membres de la secte, mais c'est qui El Padrino? El Padrino, de son vrai nom Adolfo de Jesus Costanzo, naît le 1er novembre 1962 à Miami. Ses parents avaient fui Cuba. Depuis son plus jeune âge, lui, il sait comment faire peur aux gens et mettre la pression sur les gens. C'est simple, quand quelqu'un l'embêtait à l'école, il allait pas se plaindre à la maîtresse ou à ses parents. Non, il allait chercher un animal, il le décapitait et puis il mettait la tête décapitée de l'animal devant la maison de l'enfant qui l'avait embêté. Il avait cette réputation de faire des choses pour te nuire, te porter malheur. Autant vous dire que les enfants, ils l'embêtaient une fois et après ils avaient vite compris la leçon et plus personne ne voulait avoir de problème avec lui. Son père est décédé quand il était assez jeune et il a déménagé avec sa mère à San Juan, qui est situé à Porto Rico. Il est même devenu enfant de cœur. Ouais, c'est possible, ouais. Sa mère s'est remariée avec un homme qui était très riche et cet homme avait peur de lui. Dit comme ça, c'est bizarre, mais je vous assure que je peux le comprendre. Des fois, quand il était chez lui, il chantait des chants assez maléfiques. Et à chaque fois, il le voyait comme ça, il pensait qu'il rentrait en transe, qu'il était possédé. Donc forcément, cet enfant, il avait un petit peu peur de lui quand même. Sa mère a hérité de la fortune de cet homme quand ce dernier est décédé d'un cancer. Et avec cette fortune, elle a déménagé à Miami avec son fils. Là-bas, elle a rencontré un autre homme. Elle s'est remariée avec un autre homme. Cet autre homme, c'est pas n'importe qui puisque c'est un trafiquant de drogue et qu'en plus de ça, il pratique l'occultisme. Sa mère, de son côté, c'est une mayomberia, c'est une sorte de sorcière qui pratique la magie noire. Et elle a enseigné tout ça à son fils, la magie noire, quand il était très jeune. Adolescent, Costanzo s'est intéressé à la religion Palo-Mayombe. C'est une religion afro-caribéenne qui implique le sacrifice d'animaux. En 1981, quand il était à Miami, il suivait des cours, mais pas de manière très assidue. Et il a déjà été arrêté plusieurs fois, notamment pour des vols. Il devient El Padrino lorsqu'il déménage à Mexico en 1984. Et il a une certaine aura puisqu'il arrive à rassembler des personnes assez haut placées, des artistes, des propriétaires, des hommes d'affaires, des politiciens.
Il commence aussi à faire des lectures de tarot et propose à ses clients de les purifier pour la modique somme de 30 000 $. Pour les purifier, le principe est très simple. Il allonge ses clients sur un autel, ensanglanté. Il fait venir des animaux. Au début, ce sont des chèvres. Puis, il les sacrifie durant le rituel. Lui, pendant ce temps-là, il fait ses chants. Et ensuite, il déverse le sang de ces animaux sur ses clients. Et c'est ainsi qu'il dit qu'il peut purifier ses clients. Le problème, c'est que plus ces rituels avancent et plus ils commencent à remplacer le sang d'animaux par du sang humain. Mais pour pouvoir faire ça, il faut trouver des victimes à sacrifier. Toutes les personnes qui vont le voir pensent réellement que ça marche et que grâce à ces rituels, ils vont gagner du pouvoir. La seule condition, quand il choisit une victime, c'est que la victime reste vivante pendant tout le rituel. Et c'est là que ça prend une tournure horrible, parce que pendant ce rituel, il écorche les victimes, il les scalpe, il retire leur peau, il les torture, il les fait saigner. Tout ça pour qu'elles souffrent un maximum, mais en étant toujours vivantes. Ensuite, le cœur est arraché et il est bien évidemment mangé lorsqu'il est encore chaud. Et pour ce qui est du sang et des organes, il les fait bouillir, faire une sorte de ragoût, et ensuite il les mange froids. Costanzo n'agissait pas seul, puisqu'avec lui, il avait son amante, qui s'appelle Sara Aldrete. Cette dernière est née à Matamoros. En 1985, après avoir obtenu son visa, elle a déménagé à Brownsville et elle a suivi des cours d'éducation physique à l'université la plus au sud du Texas. Afin d'éviter de payer les frais de scolarité, elle travaille pour l'université. Aldrete, elle est très populaire puisqu'elle a la tête de l'équipe féminine de soccer de l'université. Pendant son cursus, elle sort avec un garçon qui s'appelle Serafín Hernández García. Ça vous dit quelque chose ce nom ? Oui, forcément. Et ce qui est assez marrant, enfin marrant, entre guillemets, c'est que Garcia, lui, il étudiait de law enforcement. Et ça, c'est très drôle. Et s'il étudiait ça, c'était pas pour devenir policier. Non, c'était pour mieux comprendre les lois, les règles, afin d'échapper à la police. Parce que lui, et surtout sa famille, ce sont des trafiquants de drogue. Il est malin, hein ? Aldrete l'a quitté après avoir fait une lecture de tarot. En fait, elle a été voir un homme à Brownsville qui faisait des lectures de tarot. C'était un Cubain. Et quand elle a été le voir, immédiatement, elle a été très attirée par cet homme. Elle a eu quasiment un coup de foudre pour lui. Et donc, après ça, elle a quitté Garcia. Vous voyez où je veux en venir ? L'homme en question, c'est bien évidemment Costanzo. Et c'est assez réciproque, si on peut dire ça comme ça, puisque les deux retournent ensemble à Matamoros en étant en couple. L'étudiante, qui était populaire, qui réussissait ses études, abandonne tout et devient la prêtresse d'El Padrino. Ses camarades, ils s'étaient pas trop doutés de ce revirement de situation. Ils trouvaient ça juste un petit peu bizarre qu'elle parle de plus en plus de culte et de magie noire, mais bon, pas plus que ça. Ils se disaient qu'elle était peut-être juste fascinée par ce milieu. Non, c'est plus que de la fascination là. Costanzo, il est au courant qu'avant, elle était en couple avec Garcia. Et il va se servir d'elle pour se rapprocher de Garcia, mais notamment de la famille Hernandez, qui, comme je vous l'ai dit, était une famille très puissante à Matamoros, puisqu'ils étaient trafiquants de drogue et ils avaient beaucoup de pouvoir là-bas. L'objectif d'El Padrino, c'est de rallier les Hernandez, que ce soit Serafín, mais aussi Helio, son oncle. Pour atteindre Helio Hernandez, El Padrino va demander à Aldrete de coucher avec lui. Comme elle est folle amoureuse de lui, elle dit amen à tout et elle le fait. Immédiatement, El Padrino joue de sa grande aura et il demande la moitié des gains du trafic de drogue de la famille Hernandez, ce qui est accepté. Des fois, Costanzo demandait à ses sbires qu'on amène plusieurs jeunes hommes tous habillés en noir. Ils se plaçaient autour de lui. Lui, il était en blanc au milieu. Il chantait, il faisait ses rituels. Ensuite, les sbires d'El Padrino mettaient du scotch sur la bouche des jeunes hommes et la découpe pouvait commencer. Costanzo avait bien sûr enseigné à ses sbires, j'aime bien ce mot, comment faire la découpe des jeunes hommes et comment faire en sorte qu'ils restent en vie le plus longtemps possible. Et Helio Hernandez l'a déjà fait, et ce, assez souvent. Lorsqu'Helio et Serafín Hernandez sont arrêtés par la police, ils racontent tout. Vous vous dites, dis donc, ils ont lâché le morceau assez rapidement. Non, la police mexicaine, elle rigole pas, hein. Elle utilise vraiment des méthodes assez hard pour pouvoir faire parler les gens qu'elle arrête. Et là, la méthode utilisée, c'est de prendre une bouteille gazeuse, de la secouer au maximum, puis de l'ouvrir juste
devant le nez des personnes en question. Tout de suite une image d'une bouteille gazeuse qu'on ouvre juste après l'avoir secouée. Voilà, vous voyez un peu les dégâts que ça peut faire. Imaginez maintenant qu'ils la mettent juste devant les narines des personnes. C'est très douloureux. Et je peux vous assurer que les personnes avouent très rapidement après, parce qu'ils n'ont pas envie de faire ça plusieurs fois. Pendant l'arrestation des membres du groupe, Costanzo et Aldrete n'étaient pas là. Ils étaient à Miami et au moment où ils sont arrêtés, ils étaient sur le retour pour revenir au ranch. Bien sûr, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils avaient fait une petite halte à Brownsville au Holiday Inn et le matin, juste avant de prendre la route, Aldrete allume la télé et là, la télé, elle voit les infos. Elle voit toutes les news là. Et elle dit à son conjoint, parce que c'est pas son mari, je crois que ça sent mauvais pour nous là. Aldrete part chez ses parents pour récupérer des vêtements, effacer un maximum de preuves. Le couple a pour but de partir à McAllen, puis à Mexico, pour se cacher parmi toutes les personnes qui suivaient El Padrino. Les gens qui ont vu les informations deviennent un peu parano et en même temps on les comprend parce qu'on parle quand même d'une affaire de secte. Et c'est une affaire qui est horrible. Il y a plein de personnes qui appellent la police en disant qu'ils l'ont vu à tel endroit, tel endroit, tel endroit, alors que c'est pas lui. C'est juste que les gens ont l'impression de le voir partout et ils ont très peur. La police fait son enquête et ils se rendent compte que les 8 cadavres qui avaient été trouvés à Mexico entre 1987 et 1989 pourraient être liés à Al Padrino. Ils décident de chercher dans la ville de Mexico. Parce qu'à tout moment, il s'est réfugié ici. Un mois plus tard, en mai 1989, un complice de Costanzo, qui s'appelle Alvaro de León Valdés, est aperçu dans un supermarché. Les policiers décident de le suivre, puisqu'ils se disent qu'il va certainement les mener dans l'appartement où Al Padrino se cache. C'est le cas. Ils arrivent dans un quartier assez sympa, par contre l'appartement il est miteux, il y a eu des rituels qui se sont faits, il est dans un sale état. Le 6 mai 1989, la police encercle l'appartement. Al Padrino sait que c'est la fin pour lui, il entame des chants mais aussi des rituels. Il y a une fusillade qui éclate entre les forces de l'ordre et Al Padrino et ses sbires. Après environ 45 minutes, Al Padrino ordonne à De León de le tuer. Et au début, De León, il lui dit non, moi je peux pas faire ça. Pour le convaincre, il le frappe au visage et il lui dit si tu ne le fais pas, tu iras en enfer. De León s'exécute, il tue Costanzo, mais aussi un autre homme qui s'appelle Quintana Rodriguez. Quand la police rentre dans l'appartement, De León se rend immédiatement et se rend très vite compte que Al Padrino est décédé. En août 1990, De León il est condamné à 30 années de prison pour les 2 meurtres. Bustamante, le gardien du ranch, est accusé devant le tribunal de dissimulation et ensuite il est libéré de prison le 11 décembre 1990 après avoir payé une caution de 500 $ américains. En même temps, lui, il avait tué personne. Alors complicité de meurtre, ça c'est sûr puisqu'il était là, mais il n'a tué personne, donc il a pu être libéré. Sarah Aldrete, elle de son côté, se montre désolée pour Mark Kilroy ainsi que pour sa famille et elle a bien évidemment été arrêtée. Ce n'est que 5 ans plus tard, le 3 mai 1994, qu'elle va être condamnée à 62 années de prison. Helio et Serafina Hernandez, David Serna Valdez et Sergio Martinez Salinas ont été condamnés à 67 années de prison. Par contre, leur peine a été diminuée à 50 années de prison en 1998, la peine de mort ne pouvant pas être appliquée, mais ils ont estimé que 50 années de prison, c'était une sentence à vie. Sarah, elle, continue de dire qu'elle est innocente, qu'elle a été séquestrée et aussi manipulée par El Padrino. Au début des années 2000, elle a publié une autobiographie dans laquelle elle raconte comment elle a rencontré le groupe, la secte, mais aussi comment elle a été prise en otage, l'expérience, la mauvaise expérience qu'elle a vécue et aussi tous les mauvais traitements qu'elle a subis de la part des autorités après son arrestation. 2 mois après la mort de Mark, ses parents ont créé la fondation Mark Kilroy. Cette fondation promeut la sensibilisation, l'éducation et la prévention des drogues par le biais d'une campagne Just Say No. Comme son rêve était de devenir médecin, ses parents ont décidé d'aider les autres de poursuivre ce rêve grâce à des programmes qu'il subventionne. Concernant le ranch, un guérisseur est venu le purifier. Une croix blanche a été placée et ensuite ils ont tout brûlé. Voilà, c'est la fin de cette terrible histoire de secte et de comment l'avenir tout tracé d'un brillant adolescent a basculé en enfer. Comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.